Oui, bonjour à tous. Eh bien, comme le disait Yves, nous avons décidé de proposer à nos auteurs de relayer leur information, leur formation plutôt, et leur stage via nos sites internet, dont Corinne et Bernard, justement, qui proposent deux formations par notre intermédiaire aussi, sur la musique intuitive et sur la sonothérapie. Donc, nous avons voulu vous proposer aujourd'hui cette rencontre pour expérimenter les sons ensemble et puis que vous puissiez poser aussi toutes vos questions à Corinne et Bernard et ensuite qu'ils puissent vous présenter à la fois leur livre et aussi leur proposition vivencielle, on va dire. Nous, on est très heureux de participer à cette aventure de passage d'un livre à une formation, d'autant plus qu'en fait, nous, on a écrit le livre en s'appuyant sur une formation, sur la formation qu'on continue à proposer. Donc voilà, la boucle est bouclée, la formation a donné un livre et le livre se retrouve dans la formation des souffles d'or. Donc on est ensemble pour découvrir ce qu'est la musique intuitive. Donc Bernard et moi, on fait des ateliers de musique intuitive depuis 15 ans à peu près, voilà, une quinzaine d'années, en sachant qu'ici, on est dans un magasin d'instruments de musique qui vend ces mêmes instruments de musique à Lyon, donc on est vraiment, vraiment dedans depuis très longtemps. Et ça vient beaucoup du fait qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire de la musique et puis qui n'ont pas, comme moi, par exemple, envie d'apprendre le solfège ou vraiment la constance pour pratiquer un instrument qui soit compliqué, qui demande de savoir lire la musique, etc. Et donc, la musique intuitive, c'est vraiment le pari de la musique intuitive, c'est de faire de la musique, de donner le plaisir de la musique à des gens qui ne connaissent pas l'écriture de la musique. Et voilà. Donc, pour ça, on utilise des instruments qui sont dédiés à la musique intuitive, qui ne servent qu'à ça, mais aussi soit on détourne des instruments, par exemple la guitare, qu'on peut accorder d'une certaine manière pour l'utiliser en musique intuitive. Et on va aussi utiliser des instruments, par exemple indiens, comme la tempura, qui servent dans la musique indienne classique, mais que nous, on utilise dans le cadre de la musique intuitive, donc sans savoir tout ce qui entoure, par exemple, la musique indienne, on n'en a pas besoin. Donc, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ça va. Voilà, on est Dupont et Dupont. Voilà. Donc, on voulait vous faire écouter un certain nombre d'instruments de la musique intuitive, mais la technologie n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, le micro de l'ordi ou bien l'application, je ne sais pas, en tout cas, ne prend pas les sons des instruments qu'on a, parce que en fait, c'est des sons souvent assez aigus et il y a des sons, il y a beaucoup d'harmoniques. Alors, je peux réessayer, hein. Peut-être que les deux personnes qui n'entendaient pas sont les deux seules personnes qui n'entendront pas, mais donc, même si vous ne les entendez pas, en tous les cas, on voulait vous les présenter pour vous montrer quel genre d'instrument on utilise. Donc, peut-être qu'il y en a que vous connaissez. Et puis voilà, vous les présenter, puisque si vous suivez la formation, ben voilà, c'est ces instruments-là qu'on utilise et qu'on vous apprend à utiliser et à investir et à voir si c'est des instruments qui vous intéressent ou pas. Parce qu'on peut être très attiré par le tambour, mais pas du tout par la flûte, très à l'aise avec des bols ou des instruments de percussion, et puis pas du tout avec les cordes, et voilà, et vice-versa. Donc, je continue toujours. Bon. On va vous en montrer quelques-uns. Ils vont bouger à l'écran, donc si vous entendez des sons, c'est super. Si vous n'entendez pas, eh ben, voilà, on vous explique quand même. Donc alors, je voulais le cocher qui est parti. Oui, il est parti en vacances. Eh bien, je vais prendre autre chose. Donc, on a un grand classique qui est le bol. Donc, je vais le faire sonner. Vous allez voir que vous n'allez pas entendre. Alors, il se passe quelque chose ou pas? Ok. Bon, dans tous les cas, les bols, vous connaissez. Donc, il y en a plein de formes, avec plein de métaux différents.
peut y avoir des bols en cristal, il peut y avoir des bols en terre. On peut s'en servir en sonothérapie, mais on peut aussi s'en servir dans une pratique de musique intuitive tout seul, parce que ça fait vraiment partie de la musique intuitive de s'exercer avec un instrument à exprimer par sa voix quelque chose ou juste prendre conscience des vibrations de l'instrument pour se recentrer. Donc, par exemple, le bol, c'est vraiment un outil excellent pour ça, quand on le fait tout seul, mais ça peut aussi participer à un temps de musique collective où ça va donner de la matière et de l'épaisseur au son collectif. Donc, par exemple, je vais faire sonner le bol et puis je vais chanter quelque chose dessus. A priori, vous allez entendre ce que je vais chanter, mais pas le bol. On va le tenter. Vous n'avez pas entendu? Même ma voix? En fait, la vibration du bol vient en interférence et ça masque la voix. Bon. Donc, je ne le fais plus sonner. Il faut juste chanter. Et en même temps, c'est intéressant parce que justement, tout ce qui concerne la musique intuitive est beaucoup question de vibration. On est plus sur une vibration plutôt que sur des notes. Et dans les vibrations, ce qui fascine l'esprit et ce qui l'intéresse et ce qui nourrit le corps aussi, eh bien, ce sont les harmoniques. Et les harmoniques, très clairement, on n'arrive pas à les transmettre par un vecteur autre qu'en présentiel. Parce que les harmoniques, et quand on chante ou quand on joue d'un instrument, eh bien, les vibrations du son physiquement vont traverser l'air, vont atteindre les personnes qui sont dans la zone de résonance de cet instrument, et le corps de chaque personne, en fait, va recevoir ces vibrations et va les renvoyer aussi. Et donc, il y a en quelque sorte une boucle de résonance qui se fait, hein, ce qu'on appelle un partage de vibrations. Et ce partage de vibrations, il peut être fait à partir de la voix, il peut être fait à partir d'un instrument. Là, Corinne s'en va pour essayer de chercher des instruments. Et donc, ce partage de vibrations, eh bien, a priori, il peut se faire que quand on est là, quand on est présent. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est assez symbolique qu'on ne puisse pas entendre les instruments aujourd'hui, parce que de toute façon, ça aurait été un peu réducteur au niveau de l'expérience, bien sûr. Et donc, le bol, par exemple, c'est le bol chantant, qu'il soit en métal ou qu'il soit en cristal, ou en terre d'ailleurs, parce qu'il y a des bols en terre aussi, ce sont des bols, des instruments qui émettent énormément d'harmoniques. Et dans les instruments intuitifs, en fait, on cherche beaucoup ça. C'est cette émission d'harmonique, parce que ce sont des sons aigus et ils ont un impact à la fois sur le corps physique, parce que ce sont les sons aigus qui nourrissent le cerveau en énergie. Ça a été montré par quelqu'un qui s'appelle un docteur Tomatis. Et puis, d'autre part, les sons harmoniques, ce sont des sons qui vont faire le lien entre le corps physique et notre corps énergétique, et donc des corps plus subtils. Et c'est ce lien qui permet d'atteindre en quelque sorte la quintessence du son, l'essence du son. Et c'est ça qui donne aussi une très très belle expérience. Et les harmoniques, c'est quelque chose qu'on peut on peut en faire l'expérience à partir d'instruments comme les percussions mélodiques, les handpan par exemple, et les bols, mais aussi on peut en faire l'expérience avec sa propre voix, et donc d'apprendre le chant harmonique, ce qui va permettre de développer une écoute très fine des sons. Ça va changer la voix, ça va poser la voix, on va avoir une voix plus facile à émettre, une voix plus agréable à entendre, donc il y a plein de bienfaits. Donc, je reprends la petite présentation des instruments que je voulais vous faire. Donc, nous, les bols, on les classe dans les petits instruments. Dans petit, on veut pouvoir dire transportable, on veut pouvoir dire pas trop cher, même s'il peut y avoir des bols chers, mais voilà.
mais en tout cas qui sont faciles d'utilisation, qui vont beaucoup servir à faire des ponctuations dans un temps de musique collective aussi. Voilà. Et donc, dans les autres petits instruments qu'on peut vous montrer, on a par exemple le koshi, donc que peut-être vous avez déjà vu, qui au départ est un instrument qui est juste joué par le vent, qui se place à l'extérieur, mais en fait, il y a une petite bille qui tourne sur des petites lames de laiton et qui fait un son extrêmement féerique, hyper doux, hyper lumineux. Donc ça, c'est vraiment un instrument hyper facile à utiliser quand on veut avoir une pratique tout seul ou en début de quelque chose, d'un temps de musique collectif. C'est super. Voilà. Donc, le koshi. Dans les autres petits instruments qu'on peut vous montrer, il y a ce type d'instruments qui sont de la famille des instruments à pouce. Lionel aime bien. Les pianos à pouce. Donc, ça se joue, alors c'est pas facile à vous montrer, comme ça, avec les pouces. Il y a énormément d'accords possibles. On peut aller de 4 lames à 8, comme ici, de 4, 6, 8, voilà. C'est des instruments hyper faciles aussi à utiliser, puisqu'ils sont préaccordés pour pouvoir jouer une petite mélodie très simple et toujours jolie. Voilà. Donc, juste le souci, c'est d'arriver à en choisir un, en choisir une. Et donc, celui-là, il a une peau qui fait qu'on peut faire un petit effet wah-wah, qui est super, en le soulevant légèrement quand on le joue sur le sol, sur une surface. Donc, voilà, ça, c'est des petits instruments tout à fait chouettes pour particulièrement des moments de musique intuitive pour soi, pour se recentrer, pour exprimer quelque chose, pour faire le point avec soi-même, avant une méditation, pour calmer l'esprit, pour relancer le système parasympathique de détente. Voilà, ça c'est des petits instruments. Après, on a aussi ça. Bon, je ne sais pas si à l'écran ça a beaucoup d'intérêt de montrer ça. Ceci est un bâton de pluie. Voilà, donc le bâton de pluie, on le... On va tout entendre. Voilà. Oui, mais je ne sais pas comment montrer comment on fait. Voilà, comme si on ramait avec. Voilà, comme si vous ramiez. Voilà. Il faut le vider d'un côté, puis après le vider de l'autre. L'origine, c'est un cactus mexicain. Donc, on garde une branche, en fait. On met les picots vers l'intérieur et les graines du cactus dedans. Et donc, quand on déplace plus ou moins verticalement l'instrument, eh bien, les graines tombent, mais pas tout en même temps. Donc, ça fait un effet de pluie. Et c'est un instrument qui paraît simple, et en fait, qui est très puissant, puisqu'il est utilisé. J'ai vu qu'il y avait des CD de 8 heures ou 10 heures de suite de bâtons de pluie pour lutter contre l'insomnie, et ça marche beaucoup parce que ça apaise complètement et les gens utilisent, ils mettent le CD et ils s'endorment sans prendre de choses chimiques ou autres, rien qu'en écoutant le bâton de pluie. Donc c'est un effet puissant. Ces instruments ont un effet vraiment puissant. Donc ça, c'est encore un autre instrument hyper simple à utiliser. Il y a une version aussi qui s'appelle un arbre de pluie que vous retournez une fois et en fait les billes les graines et ce qui est à l'intérieur vont faire du son sans s'arrêter, sans que vous ayez à le bouger. Donc ça peut créer une nappe sonore. Donc il y a des versions en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je crois. Et donc vous avez le son, c'est pas tout à fait le même son, c'est un son un peu plus comme une cascade, un peu plus doux. Et il n'y a pas donc le mouvement de balancement qu'on donne avec le bâton de pluie, mais si vous avez envie, en plus dans un temps collectif, de mettre l'arbre de pluie, et puis après, vous allez chanter, faire du tambour, enfin voilà, mettre un autre instrument, c'est vraiment super. Ça fait une nappe magnifique. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi un instrument qui s'appelle le tambour d'océan, qui est en fait un tambour à deux peaux, et à l'intérieur, il y a des graines, et on bouge le tambour doucement, et donc ça fait circuler les graines, et ça donne vraiment le son de la vague et le son de la mer. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un instrument qui est le tonnerre, qui est une espèce de petit tambour avec une tige, et quand on le secoue, on a le grondement du tonnerre, et on a aussi l'éclat et de l'éclair.
Et ce sont des instruments qui sont intéressants parce que quand on a les yeux fermés, quand on entend ces instruments, ils ont vraiment un pouvoir de déclencher l'imagination, de déclencher les images, des émotions, des sentiments, un pouvoir évocateur extrêmement puissant. Donc, même si ce sont des instruments qui ne sont pas mélodiques, donc quand on dit non mélodiques, c'est-à-dire qui ne produisent pas une suite de sons harmonieuse qui crée en fait un chant ou quelque chose comme ça, eh bien, ce sont des instruments qui sont très, très puissants et très intéressants à utiliser. Alors après, dans les instruments aussi très simples à utiliser, au moins dans dans un niveau simple, si je puis dire, c'est des tambours. Donc, nous, on utilise volontiers les tambours dits chamaniques, voilà, comme celui-là. Donc, il peut y en avoir des plus petits. Oups, on ne voit plus. Il peut y en avoir des plus petits. Celui-là, il fait quoi? 70, 60 cm. Ils sont pratiques parce que on peut les tenir facilement à l'arrière. Il y a quelque chose qui permet de tenir le tambour. On va taper avec ses mains ou avec une maillotche, comme ça, hop, dessus. Et il y a beaucoup de sons qui sont possibles avec ce simple instrument. Bien sûr, de taper. On peut aussi taper bois contre bois. On peut aussi essuyer la peau. Ça fait un autre son. Et ce qu'il y a de super avec ce type de percussion, c'est qu'on l'a contre soi. C'est-à-dire que on reçoit dans le corps toute la vibration qui est à l'arrière du tambour et qui vient vers nous. Et donc ça, c'est ça qui va détendre. Vous pourrez, avec un peu de pratique, entendre le son qu'il y a à l'arrière du tambour, qui est différent de la pulsation que l'on tape. Une espèce de son continu, voilà. Et donc ça, c'est la vibration de la peau qui va rentrer à l'intérieur et calmer le cœur, calmer les ondes cérébrales, amener éventuellement jusqu'à des niveaux de transe, donc à ne pas faire seul. Mais en tout cas, c'est un instrument simple, avec une percussion toute simple, qui va avoir des effets très chouettes. Et c'est vraiment vital, quand on fait de la musique ensemble, à plusieurs, d'avoir un instrument de percussion pour donner le cadre de ce qu'on crée ensemble. Mais tout seul, c'est aussi très chouette d'essayer un rythme, une pulsation, et puis de se laisser inspirer pour aller vers d'autres sons. Voilà, donc ça, tambour chamanique. Alors, l'intérêt aussi du tambour chamanique, c'est qu'en fait, selon le type de son que vous allez utiliser, vous allez faire vibrer certaines parties du corps différentes selon le son. Et donc, le tambour, et tous les tambours, les instruments percussifs et les tambours chamaniques, va faire vibrer plutôt le bas du corps. Et donc, va réveiller en fait la vibration dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, etc. Et quand Corinne parlait de l'impact que ça peut avoir sur le cœur ou sur le cerveau, eh bien, il faut savoir que selon la vitesse avec laquelle on va jouer le tambour, eh bien, il est possible de modifier les pulsations du cœur. Donc, par exemple, de passer d'une pulsation de 100 pulsations minutes à 60, par exemple, ou 50, et donc de calmer beaucoup le rythme cardiaque et d'entraîner donc des états de détente. Et également, ça a le pouvoir d'entraîner les ondes cérébrales. Et donc, il faut savoir que en fonction de notre niveau d'activité, les ondes cérébrales vibrent à des fréquences différentes. Donc, quand on est, par exemple, là, en fonctionnement à l'état de veille, les ondes cérébrales vibrent entre 12 et 20 Hertz. Mais quand on est en état de relaxation et de méditation, bien, elles vibrent dans les ondes alpha à 8 Hertz. Et puis plus bas aussi delta et theta qui sont à 3-4 Hertz. Voilà. Et avec le tambour, on peut donc faire 6-7 pulsations par seconde ou moins, ralentir les pulsations. Et à ce moment-là, automatiquement, le cerveau va se mettre à vibrer sur ces fréquences-là. Et donc, c'est une aide quand même très, très intéressante pour accéder à des états de détente et de méditation sans avoir pratiqué la méditation. Ça va, jusque-là, tout le monde s'accroche. Super. On montre les instruments à bourdon, non? Oui, si tu veux. Non, mais juste là. Alors,
Un autre instrument pour nous emblématique de la musique intuitive, c'est, oui, j'y vais. Ah, ceci, qui se présente comme une boîte avec un soufflet. Pardon Bernard, mais je te passe devant. Voilà. Devant, vous avez des petits clapets. Et en fait, en bougeant les clapets, vous allez ouvrir le passage de l'air qui va permettre d'obtenir une note différente selon les clapets. C'est en fait des hanches libres de la famille de l'accordéon et de l'harmonica. Et donc, quand l'air passe, eh bien, ça fait vibrer cette hanche qui est en laiton et qui produit un son très doux, très chouette. Et donc, de là à là, oui, on a un octave comme sur un piano. Donc là, par exemple, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. jusqu'à Do. Voilà, avec les dièses et les bémols. Voilà. Et donc ça, c'est un instrument, même s'il peut donner plusieurs notes, c'est pas un instrument dont on se sert pour faire une mélodie. C'est-à-dire, on ne change pas les clapets en cours de route. On ouvre une note et donc cette note va devenir un support pour notre chant. C'est vraiment un instrument pour les personnes qui veulent chanter, improviser, inventer des mélodies ou chanter des mantras, mais c'est encore autre chose. Et donc, c'est sa fonction de donner ce qu'on appelle une fondamentale, donc une note qui va traverser tout le morceau de musique ou tout le temps musical. C'est donc un appui sur lequel le chant va pouvoir se faire parce que ça donne un repère. Le chant et la pratique instrumentale, parce que les instruments qui sont utilisés, mélodiques, qui sont utilisés en musique intuitive, ils ont tous une fondamentale et des notes amies, des notes compagnes, qui sont en accord avec cette fondamentale et en accord les unes avec les autres. Donc, du coup, ça crée un support de base sur lequel va pouvoir se greffer la musique, qu'elle soit chantée ou avec un instrument. Et on peut rajouter sur ce son de base, on peut rajouter un autre son, par exemple une quinte, et du coup, on va créer une nappe sonore qui est très enveloppante et qui est intéressante à utiliser, que ce soit seul ou en groupe, parce qu'on peut modifier le volume avec lequel on joue en actionnant plus ou moins fort le soufflet. Donc, pour jouer, il suffit juste de savoir faire ça. Donc, en fait, je bouge ça. Le soufflet en arrière. C'est tout. Donc, c'est un instrument hyper efficace pour le travail de la voix et très simple à utiliser. Voilà, très, très simple. Après, il y a plein d'autres instruments qui peuvent donner seulement la fondamentale. Il y a la tempura indienne, on n'en a pas là. On peut se servir d'une guitare, comme je vous le disais, une guitare qu'on a accordée d'une manière spéciale et sur laquelle on ne fait pas d'accord du tout, hein, dont on va juste jouer les notes libres après les avoir donc accordées sur certaines notes. Et puis, par exemple, on a, tu pourrais l'attraper, Bernard. On a ce qu'on appelle un monocorde, qui n'a pas du tout qu'une corde, mais voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Voilà, c'est pas si facile à montrer non plus. Donc, et il va se jouer comme ça, juste en égrenant les notes les unes après les autres. Et en fait, ça déclenche des sons harmoniques parce que toutes les notes sont accordées de la même façon. Et donc, c'est la même note. Et quand on joue une corde, les autres cordes qui sont accordées pareil vont vibrer par sympathie. C'est ce qu'on appelle la résonance par sympathie. Et donc, comme les cordes, sans être touchées, vont se mettre à vibrer, elles vont développer des harmoniques. Et c'est un instrument assez fascinant parce que quand on se met à le jouer, eh bien, avec le jeu des harmoniques, on peut entendre, par exemple, un chœur, on peut entendre des voix, on peut entendre un piano qui joue, on peut entendre des mélodies. Et donc, c'est aussi un instrument tous ces instruments ont cette capacité vraiment à, sans faire d'effort, intéresser notre esprit, faire vibrer notre corps instrument. Et donc, on a envie. On a juste envie de les utiliser parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir, parce qu'aussi, quand on est à plusieurs
c'est un moyen de communiquer de façon non verbale et amicale avec tout le monde. Et cette création collective de musique que l'on peut faire avec tous ces instruments, alors que personne ne connaît la musique, eh bien, c'est quand même un outil pour établir un mode de relation basé sur le cœur, tout simplement, et pas sur l'esprit, pas sur le jugement ou pas sur d'autres choix qu'on a l'habitude de faire dans notre vie habituelle. Merci Bernard. Si vous avez des questions, hein, vous les notez hein, pour qu'on puisse répondre. Et donc oui, c'est vrai que on peut être tout à fait sensible à des instruments et pas du tout à d'autres. Et donc, si on a besoin, si on veut chanter, si on a besoin d'un instrument qui fasse le bourdon, qui donne la fondamentale, on peut être attiré par la shruti box ou pas du tout, ou on peut être attiré par un instrument à cordes ou pas du tout. Voilà. Donc, il y a assez souvent pas mal de familles dans chacune des grandes familles des instruments. Il y a souvent le choix entre des instruments différents, voilà, à cordes, pas à cordes, à hanches. Voilà. Donc, c'est bien quand quand on a envie de se mettre vraiment à la musique, d'en avoir plusieurs, enfin, d'en avoir dans chaque catégorie. Mais on peut être vraiment attiré par le métal frappé, par exemple, mais pas du tout par les cordes ou pas du tout par les vents, et c'est OK, quoi. Voilà. Donc, une grande famille d'instruments aussi qu'on pratique pendant notre semaine de stage, c'est les handpan. Il en existe de plus ou moins grands. Donc ça, c'est un handpan artisanal, qui plus est, voilà. Il y en a des petits, il y en a vraiment de toutes les sortes. Chacun a sa particularité en termes de longueur de temps, en termes d'accords. Donc la fondamentale est toujours là, au milieu, sauf s'il y a un trou. Il y en a qui ont un trou à la place au milieu. Et donc, ça va être celle qui est la plus grave, qui va être la fondamentale. Donc, toujours une fondamentale. Frappe-le pour voir si jamais on l'entend. Ben, on ne va pas l'entendre. Mais... Ben, ça. Ah non. Non, j'ai commencé par ça, mais. Non, ils ont. Bon, voilà. C'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir vous les faire écouter parce que c'est tellement magnifique. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc ça, leur particularité, ça s'appelle des percussions. Leur grande famille, c'est les percussions mélodiques. Donc, percussion parce qu'on tape, mélodique parce qu'il y a des notes différentes. C'est pas pareil qu'un tambour où il y a quasiment qu'une note. Donc, on est à la fois dans un rythme et en même temps, on est dans une petite mélodie. Voilà. Donc, là aussi, on peut être très attiré par ces instruments. Je connais personne qui soit vraiment pas du tout touché par ces sons, mais on peut avoir plus ou moins de facilité, surtout sur des instruments comme celui-là où on ne va jouer qu'avec les doigts. Il faut un petit temps pour pratiquer, enfin pour savoir frapper, pour le mettre en résonance. Il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser avec des maillotches. Souvent les doigts et les maillotches, et donc avec les maillotches, il n'y a vraiment pas du tout de difficulté à obtenir des sons. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle les tongs drum, et à ce moment-là, le métal est découpé en forme de langue, avec les langues sont plus ou moins grosses, donc les notes sont plus ou moins graves ou aiguës. Et donc ça, c'est un moyen aussi de... C'est quelque chose qui attire vraiment l'esprit et qui... Alors nous, on ne les joue pas du tout d'une façon... performante, c'est-à-dire comme n'importe quel instrument. C'est possible de le faire, de jouer comme on joue d'un violon ou comme on joue n'importe quel instrument, mais en musique intuitive, on est plus sur la résonance et sur l'écoute des harmoniques, parce que les handpan, c'est une famille d'instruments qui développe énormément d'harmoniques, et donc du coup, on est plus sur cette résonance-là et sur cette écoute qui est tranquille. Et pour en jouer, en fait, on n'a pas besoin d'apprendre, puisqu'il suffit en fait de jouer la fondamentale, de trouver un petit rythme, de laisser venir un petit rythme avec ce qu'on appelle une petite ritournelle, 2-3 notes, et de les jouer en boucle, de les répéter. Et à ce moment-là, on est dans cette répétition, on est entraîné
dans cette répétition. Et quand on est vraiment bien dans ce petit rythme et cette ritournelle, eh bien, on peut après explorer d'autres notes et donc créer d'autres paysages sonores. Mais c'est quelque chose qui est vraiment spontané. Il n'y a pas besoin de prendre des cours. Alors, dans les... elle est là, la petite harpe ou pas? Oui, elle est quelque part, je vais la trouver. Bon, on va vous présenter donc dans le stage de musique intuitive, on vous propose aussi d'expérimenter la flûte amérindienne. Donc là, on n'en a pas, mais une flûte amérindienne, elle a 5 trous, c'est ça? Tu veux que j'aille en chercher? Si tu veux. Donc là, vous passez 2 heures avec Gabrielle, qui est une spécialiste de la flûte amérindienne. Donc, par exemple, moi, j'y arrive pas bien. C'est pas du tout mon instrument. Il y a des gens, ils y arrivent tout de suite, c'est impeccable, on se croirait dans une grande plaine de l'Ouest américain tout de suite. Et d'autres personnes, pas. Ou bien ça change aussi au cours de la vie, hein, mais voilà. Donc, c'est un des seuls instruments qui soit intuitif. La flûte, les seuls instruments avant, pardon, qui soient intuitifs. Donc, voilà, ça clignote dans tous les sens. Là. Il y a des gens qui partent, qui reviennent. Donc, voilà, vous apprendrez à utiliser la flûte amérindienne. Et l'autre grande famille qu'on voit aussi dans ce stage, c'est des instruments mélodiques à cordes. Donc ça, par exemple, son nom, elle est d'origine indienne, c'est une Svaramandala. Donc il y a combien de notes? Il y a une quinzaine de notes. Donc avec ça, on peut déjà vraiment faire plein de petites mélodies super sympas. Et c'est un instrument à cordes, donc les cordes, c'est en rapport avec la corde sensible du cœur. Donc ça touche vraiment le cœur, les cordes. Donc, il y en a plein d'autres sortes, plein d'autres tailles, avec moins de cordes, plus de cordes, voilà. Et avec l'instrument le plus sophistiqué au niveau des cordes, qui est l'anantar, qui est un grand instrument d'1,20 m à peu près, sur lequel il y a des cordes pour faire une tempura, donc une fondamentale. Et puis, il y a une petite... l'équivalent de ça, l'équivalent d'un koto japonais, sur le dessus, et en dessous, vous avez la monocorde. Donc, je ne sais pas comment on pourrait vous le montrer avec la taille de l'écran qu'on a. Voilà. Allez sur le site du magasin Pic et Boc, vous verrez des anantars. Donc, on l'utilise aussi. Donc, ça aussi, c'est un instrument hyper complet que vous pouvez vraiment utiliser seul et dans un groupe. C'est vraiment super pour faire à la fois des mélodies et des bourdons. Voilà. Et donc, voilà, une flûte amérindienne, ça a cette tête-là. Donc, il y a une note qui est bouchée. Voilà. Et donc, c'est parce qu'elle est bouchée que c'est bien plus simple à utiliser et que le doigté est plus simple. Donc, il y en a avec des fondamentales différentes, avec un truc joli, là. Un fétiche. Donc, c'est fait par les Indiens d'Amérique du Nord. Voilà. Et le fait que le trou soit bouché ici, ça permet de jouer dans une gamme où quelle que soit la note que vous faites, ça sera joli. Voilà. Après, si vous l'enlevez, vous avez une flûte diatonique. Après, on peut même faire beaucoup plus de sons, mais ça va demander un apprentissage, tandis qu'en musique intuitive, on maintient ce son fermé, ce qui permet de la jouer sans faire de fausses notes, entre guillemets, bien que nous, on n'est pas d'accord avec la notion de fausses notes, mais c'est ça qui est intéressant. Néanmoins, même si ça peut être spontané, on ne fait pas de fausses notes, il y a quand même une technique d'embouchure particulière, et pour que le son soit vraiment joli, il y a quand même besoin d'un petit apprentissage. Voilà, il faut pratiquer un peu plus que d'autres choses. Voilà, après, dans les instruments que je n'ai pas mentionnés, il y a les gongs, qui sont vraiment aussi une source de son et d'harmonique énorme, qu'on peut vraiment utiliser quand on fait des voyages sonores, par exemple, ou quand on fait des temps collectifs
C'est vraiment un instrument qui va mettre tout le corps en vibration et tout l'esprit en vibration, donc qui va vraiment nettoyer l'esprit, enlever les pensées qui sont en trop. Voilà. Donc là, bah, on en a un là, mais on l'entend pas. Donc, il peut y en avoir des petits, il peut y en avoir des grands. C'est assez simple d'utilisation aussi. C'est souvent bon, voilà, il faut s'y reprendre peut-être à plusieurs fois par rapport à un bol, mais parce qu'il y a un peu plus de sons de sons différents entre le centre, les côtés. On peut avoir des maillotches dites à friction qui vont faire sortir des sons de baleine à ce gong. Voilà, donc ça, c'est aussi un instrument seul ou avec d'autres, qui est vraiment très intéressant à utiliser pour aussi sentir dans quel état on est, si jamais on ne sait pas. Parce que vraiment, ça ramène à l'intérieur, ça vous prend, ça vous secoue. Donc, et puis voilà, ça fait des nappes musicales très belles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on constate chaque fois qu'on l'utilise, selon le groupe qui est présent et qui va écouter par exemple un gong, ou quand on est, eh bien, le gong va pas sonner de la même manière. Les sons sont toujours surprenants, même ça arrive aussi avec les bols tibétains, avec le gong, c'est vraiment frappant parce que le son est émis, les harmoniques sont émises, elles touchent l'environnement qui est compris dans l'espace de résonance du gong, et le son revient vers le gong, et du coup, certaines harmoniques vont être valorisées et d'autres pas, et on peut avoir un son de gong extrêmement harmonieux, extrêmement paisible, ou très explosif, et ça donne des indications sur l'état vibratoire général qu'il y a autour. Et quand on en joue tout seul aussi, eh bien, on a cette expérience qu'il y a un échange de vibrations avec notre corps instrument, et selon l'état dans lequel on est, et dont on n'est pas toujours conscient, ben le gong va nous montrer exactement dans quel état on est. Et aussi, ça va pacifier, c'est-à-dire que si on a un corps instrument si on est un peu tendu, etc., à force de jouer, eh bien, petit à petit, tout va s'apaiser, l'énergie va circuler plus librement à l'intérieur du corps, et le son, après, va montrer cette différence. C'est donc une belle méditation. Alors, je me permets de vous interrompre un petit peu parce qu'on a deux personnes, une personne qui disait qu'on pourrait entendre des sons, non pas en direct, mais grâce à quand même tout ce qu'on trouve sur Internet. Et une participante qui demandait si on peut avoir un petit peu plus de précision sur l'utilisation de l'instrument qui se nomme mandala. Svara mandala. Mandala, ça n'existe pas tout seul, mais c'est peut-être Svara mandala. Oui, c'est ça? Probablement. Oui. Alors, la Svara mandala, en fait, c'est un instrument qui correspond un peu à cet instrument-là. Voilà, c'est-à-dire une suite mélodique de notes, sauf que la Svara mandala, elle va avoir 25 à 30 et quelques notes. Il va en avoir beaucoup plus. Donc, ça fait en fait un effet de cascade. Certaines notes, donc ça va du grave à l'aigu. Par exemple, là, c'est… Mais c'est moi qui ai dû appeler ça une Svara mandala. Ah, c'est voilà. ça. Pardon. C'est pas son nom, donc apparemment. Non, c'est pas son nom, oui. Et donc, ça fait partie des instruments. Il y en a un, donc il y a plus ou moins de cordes. Et ce qu'on appelle la Svara mandala, c'est un instrument qui est un peu plus grand, avec plus de cordes. Et donc, du grave à l'aigu, on va faire un peu comme une harpe. On va les jouer comme ça et ça va donner un effet de cascade qui est aussi très joli et très apaisant et qu'on peut accorder sur un mode déterminé et jouer avec d'autres instruments. Et donc, celle-là, elle s'appelle comment? Et est-ce que tu peux parler de comment on peut l'utiliser? Celle-là, elle s'appelle… Svaravina? C'est une Svaravina, oui. C'est une Svaravina et donc, en fait, ça fait partie de la famille des lyres ou des harpes ou des sitars, C-T-H-A-R-E-S, à ne pas confondre avec le sitar indien, qui est un autre instrument, S-I-T-A-R. Et donc, ça se joue en fait juste, on joue les notes au hasard, comme elles sont toutes accordées les unes avec les autres, et bien du coup, on peut faire ce dont on a parlé avec le handpan, c'est-à-dire créer une petite suite de 3 ou 4 notes avec un petit rythme, et puis de répéter ça. Et en plus, on peut jouer… c'est dommage que vous n'entendez pas. On peut jouer les notes aussi, 2 notes en même temps,
de notes espacées en même temps. Et donc là, ça crée un univers onirique, ça crée quelque chose qui entraîne l'esprit et qui fait créer des images, qui crée beaucoup de sensations, qui est très intéressante. Alors, comme pour tous les instruments mélodiques à cordes, la difficulté, c'est qu'il faut les accorder. Donc ça, c'est clair que quand on n'est pas musicien, c'est quelque chose qui peut rebuter un peu, sauf que maintenant, il existe des accordeurs électroniques qui donnent les notes, donc on n'a pas besoin de les trouver soi-même. On peut clipser un accordeur ici et on joue une note et l'accordeur nous donne la note. Donc quand on sait la suite de notes que l'on veut utiliser, eh bien du coup, on peut accorder un instrument même sans être musicien. Oui, si je peux témoigner rapidement, je vous en ai acheté une l'été dernier suite au stage et c'est vraiment un instrument dont je me régale. Et en effet, il n'y a pas besoin de connaître les notes, mais au bout d'un moment, mes doigts ont trouvé une certaine familiarité avec des enchaînements de notes ou en passant deux cordes en même temps. Et c'est vraiment une sonorité, un timbre très, très cristallin et très onirique. Et voilà, souvent, j'y passe un petit moment, des fois même un moment assez bref, mais c'est vraiment très émerveillant. Oui, merci Yves. Et c'est vrai aussi que ce sont des instruments, tout comme la flûte amérindienne ou le tambour, que vous pouvez jouer en étant dans la nature. Et ça donne une expérience exceptionnelle parce que ça crée vraiment une relation avec la nature, avec les arbres, avec les plantes. Même des fois, il y a les animaux qui viennent. Des fois, moi, je fais du chant harmonique dans la nature et un petit lapin qui vient et puis qui me regarde avec ses oreilles comme ça. J'ai fait l'expérience avec des écureuils, avec des biches. Les animaux adorent le chant harmonique et donc c'est aussi une façon de se relier à la nature et de sentir le sol sous ses pieds, de sentir l'air, d'être en connexion avec les arbres, etc. Et la musique que l'on va faire va résonner, des oiseaux peuvent venir accompagner, etc. Et c'est une très très belle expérience. Et comme le temps passe, je pense que ce serait intéressant aussi que vous présentiez le contenu de vos stages, ou alors je peux en témoigner aussi puisque j'y ai participé, puisque vous nous donnez accès à un grand nombre d'instruments, et ça c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, c'est super. Mais aussi, vous êtes très pédagogue, vous proposez des exercices, y compris avec la voix. Dites-en un peu plus. Et ben voilà, donc dans ce qu'on fait, oulala, pendant cette semaine de musique intuitive, donc il y a toute la découverte des instruments, la découverte de l'utilisation des instruments, et puis il y a le passage aussi à la voix, le travail avec la voix où on va petit à petit sonoriser, voilà, utiliser sa voix d'abord avec des bourdonnements, avec du bourdonnement, et puis de plus en plus en allant vers la mélodie. Après, on force personne. Il y a des gens pour qui la voix, c'est vraiment un enjeu important. Donc, selon les groupes, on va faire plus ou moins de voix, mais quand on y prend goût, c'est vraiment notre instrument, l'instrument qu'on a toujours sur soi. Voilà, donc c'est vraiment un outil rêvé. Il n'y a pas besoin de l'accorder vraiment. Donc, le travail de la voix dans la musique intuitive est primordial. Et donc, c'est vrai que dans le stage, on va aussi travailler avec le chant et avec les sons vocaux de manière générale. Ouais. Après, ce qu'on peut rajouter peut-être par rapport au stage, ça va être qu'il y a aussi beaucoup de moments où vous allez faire des expériences avec les sons, c'est-à-dire chaque jour, on fait soit un temps de voyage sonore, soit un temps d'expérience à deux, soit un temps où vous allez passer sur un instrument dont on n'a pas parlé, mais qui est une table sous lequel il y a des cordes. Donc, c'est un instrument sur lequel on se couche. Et donc là, c'est aussi une expérience vibratoire très intense. 50 cordes. 50 cordes, voilà. Donc, une douche sonore. Donc voilà, dans le stage, il y a vraiment aussi beaucoup d'expériences de la vibration. Donc on fait aussi des temps où on va pratiquer la musique intuitive ensemble. Et vous verrez qu'on y arrive.
Même un groupe de 10 personnes qui ne se connaissaient pas 3 jours avant, voilà, peuvent en utilisant les instruments qui leur plaisent, tirés des familles qu'on vous aura montrées, et ben voilà, on arrive à chanter, on arrive à faire de la musique ensemble. Voilà. Mais donc, il y a quand même vraiment 3 façons de faire de la musique intuitive. C'est soit tout seul pour soi, soit comme moi je le fais là dans le stage, mais que vous pourrez aussi faire, c'est guider un voyage sonore. Donc, vous êtes seul et d'autres écoutent. Et puis, l'ultime, c'est de pratiquer ensemble la musique pour un temps musical collectif, ensemble, avec une intention ou pas d'ailleurs. Ça intéresse aussi des gens qui font, par exemple, des thérapeutes ou des professeurs de yoga qui veulent inclure et amener du son dans leur pratique personnelle, soit thérapeutique, soit de yoga ou de sophrologie ou autre. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Et on a aussi de plus en plus aussi des gens qui font de la poésie ou des contes et qui veulent utiliser la musique pour enrichir leur pratique de poèmes, de dire des poèmes ou de raconter des contes, et de le faire d'une façon telle que l'instrument ne soit pas quelque chose qui va prendre trop d'espace mental et qui fait qu'après ça peut nuire à la partie poésie ou à la partie conte. Donc tout ça, en fait, les gens viennent avec une idée, une intention, et on colle à cette intention, on colle à cette idée, et on chemine à travers les intentions de chacun pour ça, pour la musique. Et vous pouvez dire un peu de façon concrète comment se passe le stage, quelle durée, où et à quelle date. Soyons un peu pratiques. Ok. Donc alors, ça dure 5 jours. On propose deux fois ces 5 jours cette année. La première, c'est du 14 au 18 février. La deuxième période, c'est du 10 au 14 juillet, je crois. Voilà, 10, 14. Oui, c'est bien ça. 5 jours, les horaires, c'est de 10h à 17h, avec la possibilité de continuer à pratiquer après 17h avec les instruments qui sont à disposition. Parce que dans la journée, on fait des ateliers pour comprendre comment les instruments fonctionnent et tout ça, et s'exercer un peu, mais c'est toujours bien de pratiquer un peu fort. Donc, les horaires, voilà, 10h, 17h. Ça a lieu à Châtillon-d'Azergues, donc près de Lyon, 20 km de Lyon. Il y a la possibilité de quelques couchages. Donc, globalement, dans comment ça se déroule, souvent, on commence le matin par une expérience genre un voyage sonore. Après, il y a souvent un exercice où il y a un petit peu de théorie qui est saupoudrée sur les harmoniques, sur la vibration, sur les notes. Voilà. Il y a des expérimentations sur les instruments. Il y a 1 ou 2 ateliers sur les instruments par jour. Et puis après, il y a des exercices ensemble, souvent. Voilà, c'est dans un lieu aussi où il y a une petite rivière, il y a un champ, même si c'est tout près de Lyon. Et donc ça, c'est intéressant parce que l'expérience vibratoire, c'est quand même intense. Et on peut avoir donc des plages où on va se promener, où on va au bord de la rivière, et pour intégrer, assimiler tout ce qu'on a pu recevoir, apprendre. Donc c'est vraiment un stage dans lequel on devient à la fois émetteur et récepteur. Pour nous, c'est très important qu'on puisse retrouver le pouvoir par rapport à notre capacité de création, notre capacité d'émettre, et non plus d'être uniquement des receveurs passifs de musique, de vibrations, etc. Et au-delà de cet aspect-là, ça permet aussi vraiment de développer la voix, ça permet aussi de développer son rapport au corps, la façon de se relier au monde. Il y a beaucoup, à partir du moment où on s'intéresse à la vibration, c'est vraiment un domaine immense, qui n'a pas de fin, et donc il peut aller très très loin dans la compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure et de la façon de nous relier à ce monde. Et pour avoir participé au stage l'été dernier, je peux vous dire que Corinne et Bernard sont très pédagogues, très disponibles pour chacun de nous, et vraiment chacun a beaucoup d'attention.
Et on était une douzaine au stage, et je peux dire que la très grande majorité était très satisfaite, dont moi. Depuis ce temps-là, je pratique avec la sitar là, qu'ils ont montré tout à l'heure. J'ai aussi acheté une flûte, et c'est vraiment une ouverture d'esprit à la au timbre, à la résonance des instruments et de la voix qui est vraiment magnifique, et qui est accessible à toute personne, même sans connaître du tout le solfège ni la musique. Donc après, aussi, après avoir fait ce stage, on propose d'autres stages qui ont comme prérequis d'avoir fait ce stage. Donc un peu plus précis sur comment mener un voyage sonore, comment mettre des sons sur un compte, voilà. Après, vous pouvez, sur le site du magasin Piquet-Boc, il y a une télé, quoi, avec des vidéos où vous allez pouvoir retrouver le son de la dantare, le son de la flûte, etc. Donc, peut-être aller sur YouTube, Piquet-Boc. Voilà. Piquet-Boc, vous trouverez plein d'exemples donc de sons et d'utilisation de tous ces instruments. Bonjour. Bonjour. J'étais très intéressée aussi par la voix. Et est-ce que dans les 5 jours, on va avoir une journée dédiée, ou ça va être plutôt en fonction un petit peu de ce qui va se passer, et que du coup, on va pouvoir travailler la voix ou oui, voir les différentes choses avec la voix. Je ne sais pas exactement quoi. Alors, on n'a pas une journée dédiée à ça, mais à partir du deuxième, je crois, on la travaille très régulièrement, et donc on va aussi loin qu'on peut. D'accord, ok. Avec les personnes. Le maximum, enfin voilà, ce qu'on pourrait avoir de mieux, c'est d'être capable d'improviser un petit chant, une petite mélodie dans un temps collectif. Voilà. Ok. C'est vers ça. Mais on fait aussi pas mal de travail de chauffe de la voix. Ça ne veut pas vraiment dire, mais on a quelques exercices qui vont permettre de déployer la voix et de assez facilement, assez rapidement, en tous les cas, d'amener une voix plus timbrée avec du volume sans que ça soit. Voilà. Alors là, la voix, c'est quelque chose qui est très intime, et souvent on a peur d'exprimer sa voix parce qu'on montre quelque chose de profond de nous-mêmes. Mais je peux vous assurer qu'avec dans nos stages, il n'y a jamais personne tout le monde a pu surmonter cela très très facilement. Voilà, vraiment. Et c'est quelque chose de tellement important parce qu'en plus, oui, on fait des exercices qui permettent, par rapport à notre corps instrument, généralement on n'utilise que certaines zones de vibration dans notre corps, et là on a des exercices qui permettent de faire circuler la vibration à travers le son dans tout le corps, et c'est vraiment une très très belle expérience qui change aussi la façon de respirer, il y a une pause de la voix qui se fait, une transformation dans la voix. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est très important. Merci. Parce que donc du coup, moi j'ai un tambour, et j'ai la voix qui vient facilement maintenant, et je m'aperçois entre la mélodie qui vient à moi et ce qui sort de ma bouche, puisque je n'ai aucune pratique du chant, je vois des fois je suis vraiment très limitée, et du coup je me dis il y a peut-être des choses qui permettent effectivement, comme vous disiez, de poser la voix, parce que moi j'ai aucune de ces notions-là, c'est vraiment du spontané, et je vois que des fois je suis vraiment limitée, quoi. Voilà, quoi. Il y a des choses qui viennent, mais je peux pas les exprimer, quoi, en fait. C'est pas possible. Donc je trouvais intéressant de pouvoir apprendre effectivement ces petits exercices-là pour densifier, ou je sais pas comment on peut appeler ça, voilà. Oui, ça peut être une très belle intention en venant au stage, de dépasser cette difficulté et d'ouvrir ce champ-là pour vous, c'est sûr. Merci. Un climat très soutenant, très apaisé, très accueillant, qui permet d'oser des choses qu'on n'a jamais osées. D'autant plus que pour nous, il n'y a pas de notes mauvaises ou fausses. Par exemple, on a une personne qui est venue et qui chantait entre guillemets complètement faux depuis toujours, et
sa femme lui disait surtout ne chante pas s'il te plaît. Et tout le monde lui avait vraiment déconseillé d'utiliser sa voix. À la fin du stage, chacun donnait un peu une expression libre de ce qu'il avait appris, et lui a donc chanté avec des instruments et tout ça. Et on pourrait dire qu'il chantait toujours faux, entre guillemets. Ça a été l'expérience la plus bouleversante pour tout le monde, parce que il était OK avec ça. Il était OK avec sa voix, et ce qu'il transmettait avec sa voix, c'était d'une profondeur et d'une intensité absolument incroyable. En fait, il n'y a pas de fausses notes. Chaque note a sa propre, chaque son a sa propre saveur et qui est digne d'être écouté et d'être partagé, en fait. Donc, oui, c'est sûr. Donc, pour tout le monde. On vous apprendra à chanter faux. En tous les cas, oser chanter et pas avoir peur de faire des notes interdites. Alors, nous avons Patricia qui dit qu'elle n'arrive pas à faire fonctionner son micro et qui vous remercie en disant c'est un plaisir de vous retrouver tous les deux. Elle avait fait une formation il y a quelques années et depuis elle pratique les séances individuelles en sonothérapie et pense faire des bains sonores à partir du printemps. Super, bravo. Vous êtes tous les deux fort sympathiques, à la portée de tous et toutes. Et Sylvie qui les remercie aussi en disant que c'était très intéressant. Elle retient le principe pour l'année suivante. Ok, merci beaucoup. Super. Écoutez, s'il n'y a plus de questions depuis les 2 heures. Oui, on va peut-être conclure là. Donc, vous recevrez, non pas tout à l'heure, mais dans quelques jours, peut-être le replay. Vous êtes bienvenus de le faire connaître. Et si ça vous intéresse, de vous inscrire à ces stages et de regarder sur le site du Souffle d'Or l'ensemble des stages et formations que nous proposons également, qui a déjà une grande diversité grâce à Marion. Merci Marion, merci Yves, et merci à chacune et à chacun d'avoir participé à ça. Et merci à vous. Et oui, et enfin d'entendre des sons. Alors là, oui, allez sur le site du magasin Piquet-Boc et on peut écouter quasiment tous les instruments, je crois. Il y a un extrait où on peut entendre le timbre de chaque instrument. Okay. Je vous mettrai des liens dans mon petit mail avec le replay. Promis. Merci. Et à très bientôt, donc 14 février. À bientôt. Bonne journée ciao. à vous. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.